Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Saison 3, épisode 60. Cette semaine, j'ai 2 champions pour le prix d'un. C'est un solde de fin de saison. Oh! Et moi, je vous fais la deuxième partie de mon cas de Credit Bank. Bonne écoute. Nicolas! Marie-Ève. Dernier épisode de la saison 3. Bienvenue. Bienvenue! C'est ton dernier épisode à toi aussi. Oui, à nous deux. À nous deux. On est égal là-dedans. Et, hey, plein d'affaires. Ouais. Là, c'est le dernier épisode de la saison 3. On vous a expliqué nos grandes mathématiques la semaine passée. Exact. Donc, on a calculé encore. Là. J'ai fait de la trigonométrie et j'ai trouvé qu'on reviendrait en fait le 7 juillet. Exactement. On vient le 7 juillet, on prend 6 semaines de pause. Pendant ce temps-là, on écrit plein de cas puis on met ça sur Patreon. Et on en écrit d'avance pour la saison prochaine aussi. Oui, Parce que là, je n'ai même pas ouvert mon terrain encore. Ma piscine est en train d'être une infestation de moustiques. Oui. Et c'est ça, j'ai pas le temps. Fait qu'on prend une petite pause. On va s'assurer que les voisins ne fassent pas de plainte à la ville. Oui. Et on vous revient avec plein de cas. Oui, parce que vous connaissez pas, vous, notre voisin, notre deuxième voisin qui nous regarde comme si on était des vendeurs de drogue. Il m'a fait un pouce aujourd'hui en passant parce que Ah j'ai oui? ramassé pissenlit sur mon terrain. Ah oui, il a fait bravo. Ouais. Il était temps, Nicolas. Il était à ça d'appeler la ville. La ville, Calinette. Ouais. C'est comme il y a un sinistre ici. Venez l'aider, pauvre jeune homme. Donc, on va juste essayer de prendre le dessus sur notre vie de Mongol. Et rajouter plus de stock sur Patreon aussi. Là. Oui. On voulait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de découvertes. Là. On en a décrit, on n'a pas eu le temps de les enregistrer. Donc, Oui. ça s'en vient. On va booster ça un petit peu. Là. On va mettre des découvertes, on va écrire des cas. Vous allez avoir un cas le 1er juillet aussi. Donc, si vous vous ennuyez de nous... 1er juin aussi, 1er juillet. 1er juin, 1er juillet. Si vous vous ennuyez de nous, venez nous voir. Come on down! Et là, 2 shout-outs. Tu commences ou je commence? Ah, je peux commencer? Vas-y. Petite histoire coquine, drôle. Oui. C'est pas coquine, dans le sens Mon Dieu, coquine. tu vas-tu ouvrir... tu vas-tu me dire de quoi je connais pas? Non, pas du tout. La sœur d'un de mes meilleurs amis d'enfance, qui est fan de Crime Tonic depuis le début et je la connais, dans le fond. Ouais. C'est la petite sœur de c'est ton ça. meilleur ami. Shout-out à Marilyn, qui est la sœur de mon ami et qui nous connaît. Là. On a fait des parties de famille ou whatever ensemble. Et n'avait jamais réalisé que c'était Marie-Ève et Nicolas de nous. Répète son nom. Marilyn, La sœur à... Martin. Et voilà. Alors, shout-out à toi et merci de nous suivre. Ouais! C'est très gentil. Puis content de savoir qu'il y a du monde qui nous aime pour de vrai. Oui, qui nous aime puis qui savait pas que c'était nous autres. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Ouais. incroyable. Moi, j'en ai un shout-out. Je suis tombée en haut de ma chaise cette semaine. Je scrollais tranquillement mes réseaux sociaux quand je suis tombée sur Maman Caféine, que j'adore, que je suis depuis des années et je savais pas qu'elle nous écoutait. Et Ben elle non. nous écoutait et elle nous a tagué dans une de ses stories en disant qu'elle avait eu une petite frousse parce qu'on parlait à un moment donné d'influenceurs, de créateurs de contenu qui s'étaient fait arnaquer. Et je l'ai nommé comme un exemple. Elle a dit que... Sachant pas de quoi on parlait, comme Non. d'habitude. C'est ça, en faisant du name dropping, là, en se En fait, pensant hot. ça m'a vraiment fait peur parce que tu me l'as partagé. Oui. Puis là, j'écoutais ça. Puis là, au fur et à mesure que j'écoutais sa capsule, puis là, elle disait genre, tu sais, moi-même, j'avais peur. Puis j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Puis je m'en rappelle pas. Puis honnêtement,
Je sais même plus c'est quel épisode. Non, je le sais. Ben, c'était même une si vous voulez affaire. retourner voir, ça serait long là, de trouver le spot. Là. Ouais, mais c'est ça parce qu'on parlait pas d'elle, on parlait d'influenceurs et ça arrive souvent qu'on parle d'influenceurs. Ouais. Donc, puis elle a dit, au début, elle commence sa story en disant « Je les aimais beaucoup, puis elle aussi, elle Ben s'appelle ouais. Marie-Ève, puis j'ai un petit passe-prix, puis ils sont super, tu sais, ils sont cool, c'est un couple, ils font un podcast. » Mais là, à un moment donné, j'ai entendu mon nom et là, moi, je pogne panique parce que je l'adore, puis je fais comme je l'ai tué froissé, je suis tellement désolée. Et là, elle dit que non, tout est beau. On a dit son nom, mais qu'on n'a rien dit Ouais, c'est ça. de Fait qu'on va faire fin. attention. C'est une première leçon soft. Finalement. Humilité. Ouais. Mais là, elle m'a dit... Ben, quoi qu'il y ait un petit peu de beef, ça aurait été pas pire. Hein? C'est bon pour... Non, c'est bon, moi- tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal. Non, moi, je peux pas gérer du hate de même. Alors, elle m'a dit, j'espère que pour cette petite frousse, j'aurai mon shout-out. Shout-out à toi, Marie-Ève. Maman Caféine, en fait, son nom, c'est Maman Ouais. Caféine. Allez la suivre. Allez la suivre. Elle a un excellent podcast aussi que moi, j'écoute qui s'appelle Drôle d'anxieuse avec Marilyn tout en humour. Puis, ils parlent d'anxiété. Shout-out Team Anxiété. Donc, ils ont plein de trucs. Ils reçoivent du monde qui sont aussi sur le gros nerf que toutes nous. Ça doit être Et- beau, ça, en podcast. Ah, c'est super le fun, mais là, tu te rends compte que t'es pas tout seul, Non, puis non, ça c'est fait ça. du bien, puis que le monde n'angoisse pas ses mêmes affaires, tu sais. Puis Ben oui. puis là, des fois, tu te dis, « Hein, j'angoisse pas là-dessus, je devrais-tu? Ouais. C'est supposé de t'aider et pas d'alimenter ton angoisse. » Non, pour vrai, ils ont des trucs, puis en plus, ils sont commandités par une compagnie que je m'excuse que le nom me revient pas, là, mais allez voir ça, qui produit... Les Xanax. Non, qui produit du matériel, des outils qui peut nous aider à nous apaiser comme des couvertures qui sont lourdes. Ah, lourdes, ouais. Oui, puis des espèces de boules que tu peux mettre tes mains dedans. Des joints de aussi. hashish. Non, arrête de dire ça. Chacun ses trucs pour se calmer. Je fais des blagues. Oui. Mais je comprends, je vis avec une anxieuse. Oui, exactement. Tu vis avec une anxieuse, donc tous les moyens sont bons. Si vous êtes anxieuse, allez chercher de l'aide. Il y a de Presque l'espoir. tous les moyens sont. Aller chercher de l'aide. C'est bien correct. Donc, c'était nos deux shout-out. Qu'est-ce que tu bois? T'aimes-tu ça? Veux-tu en parler 2 secondes? Non, je veux pas en parler. Non? Non. C'est une petite bière? Ouais, je sais pas, je me suis pris une bière que le cousin de Martin Ouais. et de Marilyn Oui. a amené à la maison puis qu'il avait laissé. Là. C'est une Kilkenny Irish Cream Ale. Elle a l'air... Je bois pas ça d'habitude, c'est pas mauvais. C'est bon? Mais après 4-5 bières, ça goûte plus rien. C'est correct. Ah! Fait que t'es rendu là, là. Non, non, c'est pas... T'es funny, là. C'était un gros vendredi. Exact. J'ai travaillé Bon. 3 heures sur mon terrain. Oui. Ça prend au moins 3 bières. Ça fait du bien, oui. Puis deuxième voisin t'a fait un signe de pouce. Ah ouais, Faut quand fêter tu parles ça. d'anxiété, hein? Quand le voisin vient me parler, si j'ai des sueurs. Je sais. T'arrêtes Ah non, pas de faut me que niaiser. j'interagisse avec un être humain. T'arrêtes pas de me niaiser parce que je suis sur le gros nerf. Toi, le voisin vient te parler pis t'es comme... Ouf! C'est pas facile. Faut quelqu'un qui fait des podcasts pis des affaires. Hein? Oui, mais on est tout seul. Ouais, mais même en spectacle, ça allait. Là. Ah, c'est vrai, t'étais C'est super pas, ça me bon. dérange pas. Je suis pas gêné comme ça. T'étais super Bref. bon en spectacle. Alors, tu Ouais. nous portes ça... Là, t'as dit... OK, je recommence. Tu nous portes ça avec ton champion de la semaine et là, je me reprends parce que t'as dit dans l'intro que t'en avais 2. Ouais, en fait, c'est parce que je m'alimente encore sur mon site Smoking Gun, qui est Ok. vraiment hilarant. Puis, c'est pas des dossiers en profondeur. Là, donc, tu sais, si je veux faire un 10-15 minutes avec un champion, c'est pas très long. Donc, j'ai trouvé 2 cas hilarants. Un qui vient nous chercher et un qui est temporellement dans le contexte là, de May the 4th. Oh, OK, Ouais. vas-y, je t'écoute. Donc, je commence avec le premier qui est... vous allez dire, il y a peut-être bien du monde qui vont se retrouver là-dedans. Puis, justement, cette semaine, on en a jasé un petit peu, toi et moi. Ah. Et fais attention. Je sais pas de quoi tu parles, mais je te suis. J'ai encore un champion de la Floride. Donc, Yay! conflit domestique vieux comme le monde, hein, qui a dégénéré, malheureusement, Mais qu'est-ce? à cause de la climatisation. Un combat de coq? Ah, la climatisation! Ah, mon Dieu, depuis moi, la climatisation. Et un nom qui va te revenir, mais c'est pas la même personne. J'ai vraiment vérifié. Charles Ingram. Oh non! Ouais. Charles Ingram de notre épisode numéro 1, Genre, ouais, c'est la ça. tricherie. Ouais. Le gars qui avait triché à
Who Wants to be a Millionaire? C'est pas le même, Mais c'est Charles. pas le même. Non. T'es sûr? Ben là, c'est en Floride. C'est un homme de 87 ans de la Floride. Non, c'est pas le même. Puis de toute façon, le Charles, j'avais fait un suivi. Maintenant, il vit avec des orteils en moins. Ah. Parce qu'il a eu un accident de pelouse. Ah, c'est pas le diabète. Non, il a eu un accident de tondeuse à pelouse. Ah et ça ouais, y a pogné on des avait orteils. parlé, ça. Oui, exactement. Donc, c'est pas lui. Ça Non. peut pas être lui, parce qu'il a pas 87 ans et je suppose que ton champion a tous ses orteils. Et il a la peau noire aussi. Ah, c'est sûr que c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même. Donc, il a été arrêté pour voie de fait sur sa conjointe Oh, ça, c'est après pas une drôle. dispute survenue tôt le matin dans leur résidence de Saint-Pétersbourg, en Floride. Pas fin. Non. Donc, vers 7 heures, là, fait qu'après avoir pris sa soupe du dîner, probablement, la femme de 80... C'est juste parce qu'ils mangent tôt, Ah, OK. les personnes âgées. OK. C'est juste une blague OK, je comprends. d'agisme. C'est pas bien. Je Non. vais la couper au montage. OK, couple. Donc, vers 7 heures du matin, la femme de 85 ans aurait tenté de baisser la température de l'air climatisé, déclenchant la colère de son mari. Ah, mais c'est dégueulasse. Je sais. Pour vrai, Tu c'est baisses pas effrayant. l'air climatisé. Non, arrête. Ris pas, c'est pas drôle, pauvre madame. Selon le rapport des policiers, Charles Ingram venait tout juste de revenir à la maison lorsque le ton est monté. En voyant sa femme s'approcher du thermostat, il l'aurait repoussé contre le mur pour l'empêcher de toucher au thermostat. La victime affirme avoir été poussée alors qu'elle tentait simplement d'ajuster la température. Tabarouette, il tenait. Ouais. Il tenait. Lui, il voulait que ça soit chaud ou que ça soit froid? Que ça soit froid. Ah, OK, il voulait pas qu'elle enlève, là. Puis elle était gelée. C'est ça. Ah ouais, ça arrive souvent. C'est juste poussé, là, Ouais, il l'a poussé contre le mur. mais c'est pas fin pareil. C'est quand même 85 ans, la madame. C'est horrible. On fait pas ça. Lors de l'interrogatoire, Ingram a reconnu avoir été le premier à pousser sa femme. Bon. Avant d'ajouter, par contre, qu'elle l'avait repoussé à son tour. Ben oui, monsieur. Elle s'est défendue. Ouais. Pauvre petite madame. En même temps, c'est pas la première fois que Charles Ingram a des démêlés avec la justice. Déjà reconnu coupable de voies de fait dans le passé, il traîne un casier judiciaire qui remonte à plus de 40 ans, incluant une fraude à l'aide sociale en 1985. OK, ouais, c'est ça. C'est pas un enfant de cœur. Non, mais là, la fraude à l'aide sociale, c'est un crime de col blanc. Là. Ça n'a rien à voir avec pousser sa femme. Non, mais c'est quelqu'un que pour lui, les règles ne s'appliquent pas. Exactement. Ouais, on n'aime pas ça du monde de même. Ce qui, justement, a fait que ces antécédents, là, ont suffi pour que l'accusation soit classée comme un crime plutôt qu'une simple infraction mineure. Ah, ben tant mieux. Ouais. Ingram aurait déjà comparu au moment d'enregistrer cet épisode-là, mais j'ai cherché vraiment fort Oui. et j'ai pas retrouvé le verdict nulle part. Écoute, peut-être qu'il aurait fallu que je cherche vraiment comme dans le comté Saint-Pétersbourg. Ça doit être quelque part, là, ces documents-là. Mais des fois, il faut que tu payes aussi là, pour aller chercher les affaires de justice. Oui, pour avoir toutes les... Mais tu essaies de chercher Charles Ingram sur Google. Oui. C'est pas lui qui sort le premier. Non, c'est celui avec la peau blanche. Mais l'article disait qu'il allait probablement être interdit de contact avec sa femme, puis pourrait se voir même être expulsé de la maison familiale que le couple occupe depuis 1971. Ben écoute, on pousse pas sa femme. Surtout pas parce qu'elle veut baisser l'air climatisé. Et depuis ce temps-là, on dit que la madame, elle met la température qu'elle veut et qu'elle a la maudite paix. Elle sait pas comment changer, finalement. Non, elle le sait, puis elle a la maudite paix. OK. Fait qu'on est content. Donc ça, c'était mon premier champion. OK. Mais t'as-tu un autre champion que c'est la madame qui fait sur le monsieur? Non, c'est rare quand même. Oui. Deuxième champion. Deuxième chanson. Dans une scène qui semble tout droit sortie d'un mauvais spin-off de Star Wars. OK. Parce que là, c'était mois de mai là, qui vient de passer. On est encore au mois de mai, May the 4th. May the 4th. Donc, un homme du Nebraska a été arrêté après avoir attaqué une voisine et sa fillette de 7 ans avec un sabre laser. Oh! Donc, Aiden Orion White, 25 ans, aurait d'abord frappé l'enfant alors qu'elle jouait paisiblement avec d'autres enfants devant la maison familiale à Auburn, au Nebraska. Ben voyons donc. Lorsque sa mère... Ouais, il aurait frappé la petite fille avec son sabre laser. Seigneur, c'est un cas de maladie mentale, ça. Ouais. Lorsque sa mère, Sandra Lunsman, 37 ans, est sortie pour confronter l'agresseur, Ben oui. elle a fait comme « Qu'est-ce que tu fais là, toi? » Oui.
Celui-ci aurait crié « Je suis pas d'humeur, retourne dans ta putain de maison » avant de foncer sur elle et la frapper avec son sabre laser à la main. Ah, mon Dieu. Mais là, c'est comme vraiment dans Star Wars, sa mère est coupée. Là. Ah, puis là, c'était pas dans Star Wars. C'était pas Star Wars, c'était un épée en plastique. Fait que là, elle a juste comme eu mal au poignet. Exact. Mais méchant malade pareil. Ouais, c'est ça. Tu... Non. C'est vrai que tu rentres chez vous, mais tu ramasses ta fille avant, là. Oui, mais j'espère. C'est ça. C'est que oui, je m'en vais chez nous, mais donne-moi mon enfant. Ouais, puis laisse les autres enfants dehors, tu sais. Oui, c'est ça. Tu t'en vas juste avec ton enfant. Donc, selon le rapport de police, White a frappé la femme, dans le fond, à l'épaule droite, causant de la douleur à la mère comme à sa fille. Je sais pas pourquoi ça disait sa main avant, mais bon. 2 voisins ont assisté à la scène et ont confirmé l'attaque. Mm-hmm. Le sabre utilisé n'était pas un jouet en plastique quelconque. OK. C'est comme que t'achètes au magasin à piastres. Ah, c'était-tu comme un vrai sabre de Star Wars? Ben, Mais mettons... Non, là, je dis ça n'existe pas. Là. Non, je sais, mais comme par la compagnie. Ouais, ben c'est ça. C'était un modèle haute qualité, là, haut de gamme, un peu comme de collection, là, tu sais. D'environ 1 mètre de long, fait de métal et de plastique rigide. Là, pas du petit plastique ça, là, qui bosse. Là. Ah, c'est ça, aïe. Ouais. Donc, c'est suffisamment robuste selon les autorités pour infliger des blessures sérieuses. Ben oui! Lors de son interrogatoire, White a reconnu les faits. Ouais. Il l'a fait, là. Qualifiant son geste de comportement inacceptable. Fait que même lui-même, il a fait comme ça n'a pas d'allure. Et disant vouloir s'excuser aux victimes. Mais malgré qu'il y avait une attitude généralement polie avec les policiers, à plusieurs reprises, il y a eu des éclats de colère, accusant ses victimes d'être responsables de l'augmentation de son loyer. Hein? C'était-tu sa propriétaire? C'était pas la propriétaire, mais tu sais, peut-être que à cause de ça, je sais pas, à cause qu'il y avait une famille ou whatever. Donc, il pensait que c'était vraiment de la faute. Ben, c'est pas une raison pour faire un enfant de 7 ans avec un sabre, là. Mais il pensait que c'était la faute à ses 2 voisines si son loyer augmentait. Ouais, c'est ça. Tu vois que ça va pas bien, là. Non, c'est ça. Il a été bercé trop proche du mur, là. Probablement. Ou pas partout, parce que... Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu d'amour. Non, c'est ça. Il aurait même lancé des menaces voilées promettant d'autres problèmes pour la mère et la fille. Ben voyons donc. Fait qu'il est comme, je sais, c'est inacceptable, mais je vais leur répéter à gueule. Ouais, les maudites. C'est à cause des autres. Si mon loyer... voyons donc. Ils savent pas ce qui les attend. Y a-tu du monde pas d'allure? Donc, le sabre laser a été confisqué comme pièce à conviction. White fait maintenant face à 2 chefs d'accusation pour des voies de faits graves. Il va demeurer détenu sous caution de 50 000 $ en attendant sa comparution le 3 juin. Et le tribunal a ordonné qu'il subisse une évaluation de ses capacités mentales. Ben, mon Dieu. Écoute, on souhaite à ces 2 hommes-là de suivre plusieurs séances de gestion de la colère. Ouais, on est en 2025. Là, on est en 2025. Forcez-vous. Oui, ben, mais c'est toujours inacceptable, ceci étant dit. Là. Mais là, faut aller chercher de l'aide. On peut pas changer le passé. Faut aller chercher de l'aide. Ouais. Oui. Merci pour ces champions qui... On leur souhaite de la zénitude. Oui. Une bonne fin d'année 2025. Oui. Hein, pensez à ce que vous avez fait. Oui, c'est ça. Écoutez Crime Tonic et le reste du cas de Marie-Ève. Oui! Oh mon Dieu! Hey. Hein, quelle transition. Ouais, tu m'as fait un beau pont. Ouais. Tu m'as fait un beau pont. Alors, je te fais un petit mini résumé de où est-ce qu'on était. On est dans la banque. On est dans la Credit Bank. Ça aurait pris des extraits. Oui, comme c'est vrai. dans l'épisode, dans le dernier épisode. Oui. Là, précédemment. À Crime Tonic. À Crime Tonic. On est dans la Credit Bank. Et là, on est rendu dans quelle pièce de la Credit Bank? Dans la voûte. Dans la voûte. Dans la voûte, il y a Birgetta, qui est convaincue que son mari va laisser mourir ses 2 petites filles parce qu'il n'est pas foutu de leur faire à souper. Ouais. Le micro-ondes t'a inventé dans ce temps-là? Je sais pas, mais à chaque fois qu'elle appelle à la maison, elle explique quoi faire cuire pour souper. En fait, elle explique à sa nanny qu'il faut qu'elle explique à son mari quoi faire cuire au souper pour les enfants. Parce qu'ils sont trop cheap de garder un nanny en overtime. Oui, hey, écoute, on voudrait te garder parce que maman est en prise d'otage, puis moi, je suis trop incompétent pour m'occuper de mes propres enfants. Puis il faut que je retourne travailler demain. Oui, puis les 2 travaillent.
Puis il a jamais fait à souper. Moi, juste ça, c'est un cas. Bon, il y a Birgetta. Ensuite. Moi, ça, je les ai toutes. Elisabeth, qui, elle, est à l'emploi de la banque depuis 14 mois seulement. Et elle veut quitter la banque à l'automne pour poursuivre ses études en soins infirmiers. Et Christine, qui aussi regrette d'avoir pris cet emploi et elle veut travailler, elle veut être travailleuse sociale. Elle est arrivée à la banque un peu par inadvertance il y a 3 ans et demi. Parce que son petit ami avait eu un emploi dans cette ville. Donc, Christine et Elisabeth sont pas mal amies. Birgetta a pleure pour ses enfants, puis est bien angoissée. Et ils sont pris en otage par Jean-Éric, qui est notre malfaiteur numéro 1, et qui a été rejoint rapidement par Claire, qui a été livrée par la police. Ouais, là, tu sais, du temps, Jean-Éric. Ouais. Mais la façon que c'est écrit, je pense que c'est Yann-Éric. Ah, t'as raison, c'est un J. Yann. Mais là, je l'ai appelé Jean-Éric. Je vais continuer avec Jean-Éric. Je vais continuer avec Jean-Éric, mais t'as raison, ça doit être Yann-Éric. 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 Mais c'est pas ça que moi j'ai. C'est bien correct. Merci pour ton petit cours. Non, mais c'est juste parce que c'est comme J-A-N. Stockholmien. Ouais, en faisant la vignette du premier épisode, ça, j'ai remarqué. Ah, c'est ça que t'as remarqué? Mm-hmm. Oh, t'es fin. Pas grave. OK. Alors, on se rappelle que dans la voûte, il y a un téléphone. Puis des fois, ils passent des petits coups de téléphone, les coquins. Ils font des coups au téléphone. C'est pas vrai. Tous les appels sont interceptés par les policiers qui, on se le rappelle, ben là, vu que sont au 2e étage. Sont au 2e étage. Donc, 5 heures dans la soirée de vendredi. Christine téléphone au premier ministre, Mr. Paul. On s'entend qu'elle n'a pas son numéro de téléphone. Là. Elle décroche, les policiers ça peut être 411, ça tombe direct chez le ministre. C'est ça. Oui, j'aimerais ça parler au premier ministre, s'il vous plaît. Monsieur Palm, et elle va lui parler pendant 42 minutes. Elle va discuter avec le premier ministre, le suppliant de les laisser quitter avec le ravisseur. Parce qu'on se rappelle que les malfaiteurs, ils n'ont pas le droit de quitter avec les otages. Puis les otages veulent quitter avec les malfaiteurs. Ben oui. Parce que ça va être réglé. Ils veulent que ça finisse. Oui, ils veulent que ça finisse. Selon elle, ils sont pas dangereux, Jean-Éric et Clark, et la police jouait littéralement avec leur vie en refusant cette demande. Christine répète qu'elle a confiance en Jean-Éric et Clark. Elle précise qu'en fait, elle a peur de la police, puis elle a peur que la police les attaque puis que tout ça finisse mal. À ce stade-ci, les otages ont craint plus la police que les malfaiteurs. Ouais. Le premier ministre plaide qu'un agent a été touché à la main. On se rappelle, en début, là, il a comme tiré sur un agent au début du drame. Qui allait lui-même tirer dessus. Oui, qui allait lui-même tirer dessus. Puis qu'il n'y a rien qui est inoffensif dans une prise d'otage. La situation touche davantage le premier ministre parce qu'il connaît l'homme blessé, c'est le garde du corps de ses enfants. C'est une petite ville. Le garde du corps de ses enfants. Oui, c'est le premier ministre. Je sais bien. Bon. Alors, c'est le garde du corps de ses enfants. Quel garde du corps? Oui. Il n'est même pas capable d'arrêter une prise d'otage. Ben non. Comment il va défendre ses enfants? Il check un enfant de 5 puis 7 ans, là, je veux dire. Non, mais si quelqu'un venait pour kidnapper ses enfants, il aurait fait quoi? Il serait caché derrière une colonne puis il aurait fait comme « Je suis là, attention! » Ah, c'est du gros jugement. Il a peut-être fait de son gros possible. Je sais pas. Toi, tu t'es pas impressionné. Non. T'es pas... Bon. Christine va plaider sa cause en disant que tous souhaitent partir avec les ravisseurs, qu'ils le font de façon volontaire et que personne ne serait accusé de jouer avec la vie des otages. Elle ajoute qu'ils le feront à leur risque et péril, que tôt ou tard, les ravisseurs les laisseront partir. Christine est convaincue que les négociations sont dans une impasse et que le seul moyen d'aller de l'avant est de fuir avec les ravisseurs. Le premier ministre tente de la rassurer en lui répétant plusieurs fois que les autorités ne leur veulent aucun mal, qu'il n'y a pas de danger, et que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'attaquent pas la voûte, parce qu'ils ne veulent pas mettre leur vie en danger. Ben oui. La conversation se termina quand M. Palm dit « You are unreasonable ». Ben voyons, il a dit ça à une otage. Oui, il a dit « One can let people out on the road with weapons and innocent people ». On ne peut pas laisser tout le monde courir avec une prise d'otage, madame. Ben, ils ont juste à le suivre après, là. C'est niaiseux. Christine, qui commençait à se fâcher, termina la conversation par un « Thanks for the help » sarcastique. Thanks for nothing, ouais, c'est ça. Sarcastique. Oh, sarcastically. Sarcastically.
La mère de Christine va l'appeler directement dans la voûte de dépôt pour lui dire qu'elle a entendu... Son mari est plus capable. Non, c'est Christine, c'est pas Birgetta. Ah oui. Sinon, c'est Christine. La mère de Christine l'appelle directement dans la voûte de dépôt pour lui dire qu'elle a entendu une entrevue que Christine a faite à la radio plus tôt dans la journée et qu'elle est déçue du langage familier qu'elle a employé. Wow, OK. Oui. Hey, ça, c'est next step, hein? C'est next step. Next level. Ta fille est dans une prise d'otage dans la voûte avec un gun pointé sa tempe, puis tu l'appelles, puis tu fais comme « Tu parlais pas très, très bien. » Comme dans l'œil du cyclone. Oui! Il y a tout le temps un espèce de petit commentaire. Là. Oui, un compliment. Je t'ai vu à la télé, puis ouais. Et que t'as l'air fatigué. C'est effrayant. Ah, il a dit « T'avais un langage familier. » Ça fait pas très demoiselle. Ça fait pas très demoiselle. Moi puis ton père, on est ben déçus. On t'a pas élevé comme ça. On a enlevé ton os d'héritage. Voilà. Les autres otages ont réussi aussi à rejoindre leurs proches, mais ces appels étaient naturellement douloureux pour tout le monde. Jean-Éric console Birgetta une fois de plus après l'appel. Lui confiant que lui aussi a 2 enfants. Mais naturellement, il les voit peu à cause de sa vie de criminel, qu'il a lui-même choisi. Mais c'est pas de sa faute. Fait qu'il dit « Je les vois peu, mais je comprends ta douleur. » Au moins, ils mangent bien, ils sont avec leur maman. Oui, exactement. Il y a quelqu'un pour s'en occuper pendant que moi, je vole des banques. Oh. Les années 80. Oui, c'est beau, 70. 70, ouais. Birgetta éprouve une certaine empathie pour lui. Elle pense sincèrement que s'il avait su qu'elle était une mère, il ne l'aurait pas choisi comme otage. Oh, il est gentil. Oui, Jean-Éric est un gentleman. Ben oui. Avec sa mitraillette. Sven, on se rappelle? Ah, j'ai oublié Sven! Ah oui, c'est vrai. Mon petit, ben oui, Sven qu'on a trouvé dans un débarras puis qu'on a dit viens dans Sven puis qu'on pensait qu'il allait être brave, finalement Sven, il fait bien là. Il essaie pas de sauver les filles là, et ni lui-même, là, il fait juste comme essayer de survivre. Sven restait calme et digne, tentait d'attirer le moins possible l'attention sur lui et il n'avait pas le goût de jouer au super-héros. Ils ont-tu trouvé son orignal aussi? Ici, en référence à la Reine des Neiges. Oui, exact. Mais non. D'ailleurs, le 2e jour, Jean-Éric a voulu le tester en faisant semblant de dormir profondément, sa mitraillette pendant de façon négligente à super proche de Sven, afin de savoir si celui-ci allait tenter quelque chose. En se disant, s'il tente quelque chose, je vais lui éclater la gueule. Ouais. Le jeune homme n'en fit rien. À ce moment, après 2 jours de captivité, Jean-Éric annonce à Sven, tout candidement, qu'il devra probablement lui tirer dessus, afin de mettre de la pression sur les autorités. Ah, c'est bien chien. Ouais, il précise qu'il visera à la jambe le plus proprement possible. Il dit à Sven aussi, tu peux prendre toute la bière que tu veux afin de te donner un peu de courage avant que je te tire dessus. Ben voyons donc. Parce que qu'est-ce qui est mieux que se faire tirer dessus? Se faire tirer dessus sous. Ben tu sens moins, là. Hey! No way! Ben, ils font tout le temps ça dans les films, là, tu sais, quand, mettons, ils se font tirer dessus, là, puis là, il faut qu'ils aient enlevé la balle, là, puis là, il prend comme une shot pour se saouler, puis après ça, genre, ils mettent là, l'alcool sur la plaie pour désinfecter. Moi, là, donne-moi pas de l'alcool, assomme-moi. Ouais, mais c'est dur assommer quelqu'un. Je sais. Je suis pas sûr, genre, que tu tombes dans les pommes juste après un coup, là. Assomme-moi fort. Ouais. Ou ceux qui se font arracher les dents, là, puis qui se la gueule avant, là. Ouais. Tu sais, dans les films, non, ben non. Il n'est pas question. Mais excuse, t'as dit 4 jours? Là, on est rendu à 2 jours. 2 jours, OK. 2 jours, ouais. Le moment venu, OK, parce que le plan, c'est il devait se diriger vers les escaliers afin que les policiers voient son corps touché en direct. Fait qu'il fallait qu'il s'effondre, tu sais. Fait que là, ils font comme un plan. Sven va se souvenir après avoir pensé « Ah, il est bien fin de me tirer juste sur la jambe. » C'est son premier réflexe de le trouver comme compréhensif ou un humain. Ouais, puis il monte quasiment le plan avec lui. Il est comme, OK, là, je vais aller là, puis tu vas me tirer dessus. Tu sais. Il a comme pas le choix, mais il l'avertit. Pour pas qu'il ait trop peur, au moins. Parce que je pense que le pire dans cette situation-là, c'est la peur. Ouais. Fait que si ils disent, je vais pas te tirer dessus par surprise, je t'avertis. T'as pas le choix, mais au moins je t'avertis. Ouais, c'est ça. Il voulait pas tirer sur les mères de famille ou... Non, c'est ça. Et là, Sven va se dire, parce qu'au début, il dit, il est donc bien gentil de me tirer seulement la jambe. Puis après quoi, il va prendre du recul pour se recadrer.
Les ravisseurs jouent avec leur vie. Ils ne sont pas bienveillants. Parce qu'il reste qui lui tire dessus. Ouais, c'est ça. OK. Les docteurs Lutschberg et Bergman, qui prendront soin des otages à la suite du drame, ne sont pas surpris des témoignages de gratitude envers les ravisseurs. Selon eux, même en 1973, ces spécialistes savent que c'est un mécanisme qui caractérise l'attitude des otages envers les agresseurs, l'empathie. Ouais. Dans ce qu'on appelle des situations de survie. On peut aussi qualifier cette réaction d'identification à l'agresseur qui touche, comme j'avais dit à l'épisode numéro 1, qui touche des couches profondes de l'être humain dans sa construction de schémas de sécurité et d'ordre, comme la petite enfance. Mm-hmm. On a pu observer ces situations similaires même auprès de prisonniers coréens dans les camps de concentration allemands dans la Deuxième Guerre mondiale. Plein de places. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas d'hier là, que l'humain est cave de même. Il y a eu des siècles et des siècles d'esclavagisme, puis on se dit tout le temps, mais pourquoi, je sais pas moi, il y a 100 esclaves dans un champ, puis ils sont 4 dans une maison, puis le monde, il se rebelle pas, mais je pense que c'est ça, à un moment donné, t'acceptes un peu ta position, puis t'essaies de faire le mieux que tu peux en étant le plus gentil possible. Oui, en marchandant des privilèges, puis en disant aussi, en ayant peur que, en étant solidaire aussi avec les autres qui restent. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup, tu sais, c'est ça, il y a des personnes en situation de captivité, je suppose, qui veulent pas quitter pour pas que les autres paient. Ouais, en disant, tu sais, si j'échoue ou si, c'est ça, je m'enfuis, puis après ça, les autres vont se faire punir pour moi. Exact. Tu sais, ultimement, c'est à plus petite échelle, mais c'est comme ça au travail aussi. Là. Tu veux toujours comme plaire aux autres, tu veux faire qu'est-ce que les autres te disent, puis juste pour être plus accepté ou whatever. Là, oui, bien l'humain il recherche profondément le bonheur, puis il va naviguer dans ce qu'il considère être son carré de sable. Puis son carré de sable, malheureusement, c'est être prisonnier, ça se peut qu'il navigue là-dedans. Ben oui. Tu sais, ça se peut. Je pense que c'est profondément humain. À partir du 3e matin et donc le samedi, la prise d'otage a commencé le jeudi. Donc, à partir du samedi, les policiers ont tenté de faire réagir les ravisseurs et les otages afin de précipiter les événements. Premièrement, ils ont tenté de crier le nom du ravisseur. Ils ont finalement tiré sur un mur afin de faire bouger les choses dans la voûte. Okay. Ils n'ont pas attaqué, mais ils voulaient les faire réagir, comme faire sortir le malfaiteur, loin des otages, y faire tirer dessus, parce que la porte de la voûte est grande ouverte, mais ils n'osent pas aller dedans. Ah ouais. À bout d'idée, ils se sont finalement précipités vers la porte de la voûte et l'ont rapidement refermée, profitant d'un moment où tout le monde dormait, exténué. Les policiers ont ensuite posé des sacs de sable contre la porte extérieure pour empêcher quiconque de sortir. De toute façon, à l'intérieur, Jean-Éric et Clark ont verrouillé la porte à l'intérieur aussi. Pour le petit groupe, ce moment est l'un des moments les plus stressants depuis la prise d'otage parce qu'ils ont tous peur d'être aspergés de gaz lacrymogène dans ce petit espace. Il y a quand même des trous d'aération. Ouais. Jean-Éric ne cesse de répéter. Lui, il croit à ça dur comme fer, puis il répète ça. Excusez, j'ai accroché le micro. Jean-Éric ne cesse de répéter à tout le groupe qu'après 15 minutes de gaz lacrymogène, un humain devient idiot pour le restant de sa vie. Là, les otages savent... Bien sûr, c'est pas vrai. Là, mais... Non, mais là, les otages, ils n'arrêtent pas de se faire répéter ça, fait qu'ils ont comme un peu peur. T'sais. Ouais. Jean-Éric bloque la porte intérieure avec d'énormes rangées de casiers d'objets de valeur. Il réussit à les bouger. Donc, ce faisant, il bloque aussi l'accès, sans faire exprès, à l'interrupteur qui permet de fermer la lumière, qui vont maintenant demeurer ouvertes. Okay. À moins qu'il rebouge les casiers. Jean-Éric Olson est un homme de 32 ans, très intelligent et qui sait garder son sang-froid. Il sait utiliser des explosifs et des armes à feu. Un policier finira par finalement l'identifier parce qu'on sait que les policiers... Ouais, ils pensaient que c'était quelqu'un d'autre. Oui, ils ne savaient pas encore c'était qui, mais finalement, ils vont entendre sa voix 2 jours après le début du drame. Ils vont finalement l'identifier. Il avait acquis une certaine notoriété en 1972, l'année d'avant, lorsqu'il avait été surpris durant le cambriolage par les propriétaires de la maison qu'il cambriolait, Okay. un couple âgé.
L'homme avait eu un malaise cardiaque et Jean-Éric avait accepté d'aller lui chercher ses médicaments avant de continuer son cambriolage et de repartir avec un magot considérable. C'était comme un voleur avec un cœur. Ouais. Tu l'as dit là, tantôt, c'est un gentleman cambrioleur. Oui, un peu. Il avait été condamné à 3 ans de prison pour ce vol. Il s'est fait prendre, mais s'était échappé de la prison après seulement 18 mois, juste avant cette prise d'otage. OK. C'est bien facile de s'évader d'une prison. Oui, je sais. Tout le monde fait ça. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites en prison? Ben, des fois, c'est Encore? parce que tu peux avoir... Parce qu'après 18 mois en prison, ça se peut que tu aies des permissions de sortie puis tu fais juste pas rentrer, là. Ah, OK, ouais. Oui, C'est pas un délit grave, là. Oui, exactement. Là. Tu sais, je veux dire, tu creuses pas nécessairement un tunnel. Là. Ouais, c'est ça, parce Non, que là, tu sais, c'est pourquoi il y a autant de monde dans les prisons. Les prisons débordent, tu sais, je veux dire. Tout le monde se Faites comme le reste du monde, évadez-vous, ça a l'air tellement facile. Mais là, tu deviens... Tu peux pas reconstruire ta vie si t'es évadé, là. Ben T'as non, pas d'identité, mais t'as pas d'argent, tu travailles pas, t'as pas rien, là. vole une banque, puis... Ben, c'est ce qu'ils essayent de faire, C'est ça. Nicolas. Mon Dieu, vous devriez être amis. Mais non, mais Vous pensez pareil. c'est la suite logique. Selon la police, Jean-Éric ne posséderait pas l'instinct de tueur, no shit. Il serait plutôt sensible. Il possède une certaine morale, selon les autorités. Sa position au sein de la vie carcérale lui tenait à cœur. Il agissait comme un espèce de leader quand il purgeait une peine. Il a déjà attaqué, naturellement, quelqu'un qui est en prison pour pédophilie, qui sont considérés comme la plaie de la plaie en prison. Jean-Éric pensait savoir... Jean-Éric devait savoir que s'il s'en prenait aux otages, il passerait un sale quart d'heure en prison s'il était incarcéré. Ah, tu penses? Oui. Oui, s'en prendre à des personnes... quand tu es en prison, tu t'en es pris à des personnes vulnérables et sans défense. Des innocents. Des innocents, des mères de famille. Oui. Non, tu seras pas le préféré. Puis lui, ben, il était très orgueilleux d'être justement quelqu'un qui faisait des méfaits, mais qui ne blessait personne. Ouais, c'est ça. L'homme va prouver plus d'une fois dans la prise d'otage qu'il est quand même assez sensible. Par exemple, lorsqu'il va négocier férocement des produits d'hygiène féminine avec la police alors que l'une des femmes commencera ses règles. Ah. Oui. Ouais. Il trouve ça bien épouvantable qu'elle n'ait pas de protection, donc il va négocier ça avec la police. Quand Birgitta va se plaindre du froid, les ravisseurs négocieront un manteau pour elle aussi avec les forces de l'ordre. Élisabeth va parler sans cesse ça revient souvent, là, d'une fête d'écrevisses, qui est supposée avoir lieu prochainement. Elle capote, elle veut y aller. Premièrement, elle se demande quelle robe qu'elle va mettre, puis tout. Puis... Mais capote pas, là, c'est le festival des crevettes, là, puis du homard, là, à tous les mois... à Casa-Grecque depuis 25 ans. Là. Ben là, elle va aller à cette fête-là, pas à la Casa-Grecque. Et là, elle va même se mettre à pleurer à un moment donné, parce que sûrement le stress, là, on s'entend, parce qu'elle pense qu'elle a perdu son invitation. Oh non. Toi, tu l'as-tu ton invitation pour la Casa-Grecque? Ben non. Ben, c'est ça. Pleure pas. On n'a pas de temps. Je vais négocier ça. Quand Jean-Éric va consoler Élisabeth, où il va partager ses dernières provisions avec les otages, chaque geste de bonté va renforcer son leadership. Les otages sentent qu'ils ont plus de contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur de la voûte qu'à l'extérieur. Naturellement, il reste que la situation en vase clos possède un côté sombre. Là, je vais passer brièvement sur ce point-là, mais les deux hommes, sous différents prétextes, vont demander aux femmes certaines faveurs affectives et sexuelles. Ah ouais? Oui, c'est pas tant des gentlemen. Quand même. Les femmes tenteront de consentir à certains gestes. De consentir, c'est pas un consentement, là. Vont tenter de ne pas froisser les ravisseurs parce qu'ils sont dans une situation de vulnérabilité extrême. Mais on s'entend qu'on peut pas parler de consentement aussi. Ils vont dire, OK, je vais te faire ça, mais je vais pas faire ça. Genre. Exactement. Ils vont négocier. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va dire, est-ce que je peux te toucher? Puis là, elle va faire comme oui. Puis là, il va faire, est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Puis elle va dire non. Puis là, il va s'occuper de lui toute seule. Donc, il n'y a pas eu d'agression avec violence physique, mais on retient que des demandes et des gestes inacceptables et inconfortables et des agressions sexuelles ont bien eu lieu. Bon, c'est moins le fun. Ah oui, c'est ça, exactement.
À l'extérieur de la voûte, maintenant que la voûte est fermée et barrée, ben là, les policiers, ils sont tannés d'être au 2e étage, ils descendent au rez-de-chaussée. Ben ouais. Ils own the place. Et ici, dans le fond, il reste juste. Les autres, ils sont juste dans une petite pièce là, de 10 pieds par 10 pieds. Là. Voilà. Les ravisseurs n'ont pas tort, hein. Les policiers veulent effectivement utiliser des gaz lacrymogènes pour les neutraliser. Il y a 7 trous de ventilation dans l'un des murs, mais la manière la plus efficace serait de percer des trous plus grands dans le plafond et d'asperger les occupants de la voûte rapidement avant qu'ils ne puissent accomplir aucun geste violent. OK. Plus qu'avec les petits trous que tu essaies de faire psh, puis que là, eux autres, ils ont juste à les boucher. Là. Ça prend 20 minutes là, avant que... C'est ça. OK. Fait qu'ils veulent percer le plafond de la voûte. Ouais. C'est une voûte. Ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile. Tu dois l'entendre au moins. Écoute, le fun s'en vient. La police entreprend donc de trouver les plans du vieux bâtiment, parce que ce bâtiment-là, il y a des centaines d'années. Fait que là, on veut s'assurer de ne pas percer le système de ventilation pour pas qu'il y ait un feu, mettons, ou quelque chose de grave. Pourquoi ils n'ont pas juste bloqué la ventilation? À la place de mettre des gaz dans les petits trous, bloque les petits trous, il n'y aura plus d'oxygène, tout le monde va tomber sans connaissance. Puis tu rentreras, là. Ah, ça va prendre bien trop de temps. Ah, mais ils sauront même pas. Non, je pense pas que tu penses Non, pas que tu peux d'après faire moi, ça. 6 personnes dans un... Mais c'est que dans ce temps-là, c'est que tu t'empoisonnes au monoxyde de carbone, puis je pense que ça, c'est pas tout le monde qui s'empoisonne au même rythme, puis s'il y a des dommages sur le cerveau. Ouais. Ben oui, un empoisonnement au monoxyde de carbone, c'est super dangereux. OK. Ouais, ça, je pense pas que c'est possible. Donc, on ne veut pas percer le système de ventilation, la plomberie, et on veut surtout pas que le béton s'effondre Sur eux autres. Sur eux autres, c'est ça. À l'intérieur, Jean-Éric devient de plus en plus instable parce qu'il sent la fin approcher. Il n'arrête pas de mâcher des comprimés de caféine pour dormir le moins possible. Ça marche moyen, je te dirais. À un moment donné, il est fatigué. Ça fait 3-4 jours qu'il essaie de ne pas dormir. Étrangement, les otages sont davantage terrorisés de ce que la police fera que des réactions inattendues des ravisseurs. T'sais, ils ont vraiment peur de la police. Les otages sont déçus que les autorités... les otages sont déçus des autorités et considèrent que leurs actions mettent davantage leur vie en danger. Les lumières étant allumées en permanence, on perd complètement la notion du temps. Ben ouais. Et les corbeilles en plastique sont transformées en cuvettes de toilette. C'est vrai, ils peuvent même plus sortir. Ils peuvent même plus sortir aller faire des papiers. Wow, c'est vrai. C'est pas cool. Ils n'ont pas de plaisir. La police installe des micros dans les bouches d'aération pour espionner le groupe. Ils sont endurcis, là, comme en position de force. Là. Ils sont pognés là. Elle refuse de remettre des provisions au groupe ou de leur permettre de passer des appels téléphoniques à l'intérieur de la voûte. Là, ça suffit. Elle espère ainsi les mettre à bout. À ce stade, la prise d'otage monopolise les journaux suédois, les émissions de télévision. Habituellement limitées au soir, maintenant, les nouvelles se poursuivent toute la journée. Donc, les familles écoutent ça de façon continue. Ils devaient tellement avoir des bonnes émissions en plus en Suède en 1973. Vraiment, oui. T'sais, ils vont tous manquer leur meilleur feuilleton d'après-midi. Oui. Puis les annonces d'IKEA. Il y a des familles entières qui vont se déplacer tout près du lieu du drame, contemplant de loin l'énorme bâtiment de la Credit Bank et tentant de s'imaginer ce qui se passe derrière les murs. Les élections, on se rappelle, prévues le 16 septembre. Et en plus, il y a le roi Gustave VI Adolphe qui s'appelle Gustave VI Adolphe. 6 Adolphe. Oui, c'est ça. Il a 90 ans, il est sur le bord de trépasser. Puis c'est une figure vénérée au pays. Et tout le monde, habituellement, suivait l'agonie du roi. Et là, ce sont des nouvelles relayées au second plan. Oh, pauvre roi. Ouais. Hein? Il a vécu toute sa vie pour en finir au second rang. C'est ça. C'est bébé triste. C'est plate. Pour Elisabeth, c'est très douloureux. Elle disait... Mais pourquoi le roi n'est pas encore le premier? Birgitta. Pour Birgitta. Est-ce que c'est Birgitta qui a des filles? Mon Dieu, je suis mélangée, là. Attends. Mais Birgitta avait 2 enfants, au moins. Oui, Birgitta avait 2 enfants. Qui mangent mal depuis 2-3 jours. Exactement. C'est ça. Pour Birgitta, c'est très douloureux. Elle a dit « Je vivais pour avoir des nouvelles de mes filles. Je ne savais pas ce qu'ils adviendraient d'elles si je mourais. Je me demandais si mon mari serait capable de s'en occuper. J'espérais qu'il se souviendrait de l'assurance. »
Mais quel Mais il con. va se trouver une autre femme, puis là, ça va devenir une belle-mère méchante, puis là, Mais c'est ça. elle va mal s'occuper de ses enfants, puis lui, il verra pas ça parce qu'il est tout le temps au travail. Là. C'est ça qui est, C'est c'est ça qu'elle classique. pense. Elle a du temps pour penser, Birgitta, là. Bon, croyant que les gaz lacrymogènes, croyant que la menace des gaz lacrymogènes est imminente, le samedi, les otages bouchent les trous d'aération avec du papier en espérant bloquer le son aussi des micros. Donc, Ils savent qu'ils sont écoutés? oui, ils savent qu'ils sont écoutés. Et ça va fonctionner à moitié. Dimanche soir, on est rendu dimanche soir pendant qu'ils essayent de trouver c'est quoi les plans du bâtiment. C'est vraiment long. 22h45. Là, jeudi, fait que vendredi, samedi, dimanche, c'est troisième journée. Oui, le soir. 4e 22h. total, mettons. Oui, Ouais. exact. Les opérations de forage commencent. Et là, ça fait du bruit. Ben ouais. Afin de montrer sa résistance et malgré l'opposition de son acolyte, Clark, Jean-Éric place une charge explosive dans l'un des conduits et la fit exploser. Le forage continue et Jean-Éric, pour faire pression sur les forces de l'ordre, demande aux otages de se coucher directement sous le bruit, criant aux policiers qu'il va y avoir des blessés si le plafond s'écroule. Ben ouais. 2 heures plus tard, la mèche perce finalement le plafond et quelques heures plus tard, un trou est assez grand pour sectionner l'électricité. Donc, la voûte se retrouve dans le noir complet. On n'est pas sûr si c'est intentionnel ou non, mais Jean-Éric devient vraiment furieux et menace les policiers de s'en prendre aux otages. Finalement, ceux-ci vont mettre une lampe torche dans le trou. Sauf que c'est eux autres qui ont maintenant le contrôle de la lumière. Fait que s'ils attaquent, ils peuvent tout fermer, puis là, ils ne sauront pas. C'est un peu ça, la game. Le forage va se continuer encore et encore. Ça fait énormément de bruit. Ça rend fou. Ouais. En plus, il y a de l'eau qui est utilisée pour refroidir la foreuse qui coule sur la tête des otages, donc dans la voûte. Goutte à goutte, ça va imbiber les tapis, les couvertures, et peu à peu, les trous vont laisser passer le plus d'eau. Lorsque le premier trou fut assez large, on va le couvrir immédiatement d'une vitre par balle, parce qu'on ne veut pas qu'il tire à travers les trous. Non, c'est vrai, ouais. Donc, on devient beaucoup plus ferme avec les ravisseurs et on va leur ordonner de remettre les armes et les explosifs. Jean-Éric est furieux et une information diffusée à la radio, parce qu'il y a encore sa radio, va confirmer que les gaz lacrymogènes font bel et bien partie du plan. C'est bien niaiseux. Ouais, il donne un peu trop d'informations. Ben ouais, à moins que c'est voulu. Oui, c'est ça, pour le faire paniquer. C'est ça, peut-être qu'il disait ça, mais il espère en disant ça qu'il va se rendre avant qu'il ait besoin de le faire. D'après moi, oui, exactement. Les policiers entendent dire ça marche parce qu'ils entendent des cris de détresse qui viennent d'en bas. Donc, ils vont passer une caméra pour comprendre ce qui se passe. Jean-Éric, il a fait nouer des nœuds. Puis ça, j'ai trouvé ça intelligent, mais diabolique, mais intelligent. Il fait nouer des nœuds avec ses cordes, des nœuds coulants autour du cou de tous les otages, puis il va les fixer un peu en hauteur, c'est comme sur les casiers, mettons, en se disant, ben si tu t'évanouis, parce qu'il y a du gaz, tu vas te pendre. Ah boy! Ouais, fait que là, il ordonne à tous ses otages de faire un nœud coulant, puis il dit aux policiers, ben c'est comme vous voulez, mais si les otages s'évanouissent, il va falloir que vous venez les chercher rapidement parce qu'on va tous s'étrangler. Puis lui, il a barré la porte, puis il a barré la porte. Des casiers, fait qu'ils peuvent pas rentrer. Ouais, mais c'est quand même un bon moyen de pression, là. Ouais. C'est diabolique, là. À 3 heures du matin, dans la nuit du dimanche au lundi, les forces de l'ordre prirent une pause. Non sans prendre le soin de descendre des provisions au petit groupe en bas, parce que là, ça fait longtemps qu'ils ont lancé des hot dogs dans les petits trous. Non. Des sandwichs et de la bière. OK. Les otages durent manger en premier pour s'assurer que la nourriture n'était pas empoisonnée. Ben ouais, c'est ça. Ou avec des somnifères. Personne ne va toucher à la bière parce qu'elle est jugée suspecte et c'était effectivement le cas. Les capsules sont un peu vissées de travers. Ah ouais? Ouais, ça les a trahis parce qu'elles contenaient un puissant somnifère. OK. C'était pour Sven, pour quand il va se faire tirer dans la jambe. C'est ça. Mais personne ne les a bu. Le forage a repris seulement à 2 heures le lundi après-midi. Fait que les ravisseurs vont forcer les otages à garder leurs nœuds coulants pendant tout ce temps avec, écoute, sont apeurés. Le forage fait énormément de bruit. Ils ont les pieds dans l'eau, sont à bout. Ils mangent un repas par jour. C'est incroyable. Là. Ça devait être long, super stressant. Là. Des heures et des heures. En haut, les policiers se posent des tas de questions.
Entre autres, à savoir si la porte est protégée par des charges explosives Hmm. ou si Jean-Éric aurait trouvé des armes supplémentaires dans les casiers. C'est possible Ah ouais. que les gens aient mis des revolvers dans les Ah, casiers ok, d'objets de ouais. valeur. Fait qu'il dit peut-être qu'il y a 2-3 guns, lui, là, puis qu'il va en donner aux otages, puis il va ordonner aux otages de tirer. Tu sais. Peut-être. On réfléchit aussi à la prochaine étape parce que l'utilisation des gaz lacrymogènes, en fait, la vérité, c'est qu'on ne peut pas faire ça. Parce que les bombes lacrymogènes n'exploseraient pas en étant... Parce que quand on va les laisser tomber, elles vont être amorties par la moquette mouillée. OK. Tout est mouillé, fait qu'ils peuvent pas pitcher des bombes lacrymogènes puis elles vont pas exploser, ça marchera pas. Ah, OK. Fait qu'on va utiliser des bombes aérosols qu'on va administrer avec des tout petits tuyaux, justement dans le plafond, OK. de façon insidieuse, puis qu'ils pourront pas les boucher, ça va être haut. Puis on est sûr que le gaz va se diffuser rapidement. Ouais, c'est ça. On va pouvoir calculer il y a combien de gaz. Mais lacrymogène, là, c'est ça qui fait comme pleurer. là. Ouais, pleurer puis vomir. Ils peuvent pas, c'est ça, envoyer comme une espèce de gaz qui t'envoie au dentiste, genre, ou je sais pas trop quoi. là. Hey, je sais pas, en 1973, eux, il y avait comme dans l'idée des bombes aérosols, mais pas qui explosent, là, c'est comme des... Ouais, c'est ça, juste le C'est gaz. ça, là, juste ouais. le gaz, ouais. Je sais pas s'il aurait pu utiliser d'autres choses. C'est ça, S'il tu sais. avait pu utiliser autre chose, je sais pas. Les policiers devaient aussi pénétrer dans le coffre et l'option d'entrer par le plafond était tout de même risquée si les ravisseurs étaient toujours en mesure de tirer. Ouais. Donc, il fut décidé que la porte devait être forcée avec un chalumeau en même temps et à ce moment-là, on se demandait toujours si Jean-Éric serait capable d'exécuter un otage. La police décida de démontrer aux ravisseurs leur détermination en coupant toute communication. À partir de ce moment-là, on va cesser les dons de nourriture et on va continuer le forage de façon non-stop. L'eau ne cessait de monter à cause de l'eau de forage. Là. Ouais. Puis elle s'évacue pas nulle part. Elle s'évacue pas nulle part. Fait que là, on est rendu à 10 ou 15 cm par endroit dans la voûte. Wow. C'est poche, t'as les pieds dans l'eau, il fait froid, c'est vraiment poche. Les occupants de la voûte vont grimper sur des chaises ou des tables pour rester au sec et Jean-Éric va tenter de boucher le deuxième grand trou avec du papier journal, et au troisième grand trou, il va même tirer à travers le trou avant que la police ait la chance de le recouvrir avec une vitre par balle. Ah ouais. Il va se dépêcher. La balle va se loger dans un sac de sable sans faire de blessés. Les otages se sont mis même à boire l'eau du forage parce qu'il n'y avait pas d'eau depuis C'est super vrai, ils ont longtemps. coupé les vivres. Ils ont coupé les vivres complètement. Fait qu'à un moment donné, ils ont soif, là. Fait qu'ils Ben oui. vont boire l'eau du Ça forage. va pas être bon. Là. Non, pas vraiment. Il va y avoir du plomb là-dedans. Je sais pas, mais c'est dégueulasse. Le mardi matin, à 8h35, Jean-Éric va faire une nouvelle fois usage de son arme en tirant à travers un trou pendant le court laps de temps que le policier essaie de le boucher parce qu'ils vont faire 7 trous. Ils continuent à faire des trous. Ils Là. continuent à Fait que faire ça des continue trous. le bruit Oui, aussi. tout le temps. On est rendu mardi matin. Et cette fois, il va réussir à blesser quelqu'un, un policier, à la joue et la main. Le forage va se poursuivre toute la journée. Et à un moment donné, les autorités vont décider de finalement retirer l'éclairage. Donc, le groupe va être dans le noir complet avec le bruit incessant des foreuses en arrière-plan. Vers 9h du soir, les 7 trous étaient complétés, ce qui était l'objectif, et on arrêta la ventilation. Et là, les policiers étaient enfin prêts à administrer le gaz et par les cavités. L'opération devait se faire simultanément. 15 flacons d'aérosol devaient être administrés dans un court laps de temps. On espérait que Jean-Éric ne tirerait pas sur les flacons. Ouais. Et on souhaitait que les agents puissent pénétrer dans la voûte rapidement, sans encombre et sans trop de résistance. Pour aller pogner le monde avant qu'ils se pendent. Oui, c'est ça. C'est super stressant. Chaque membre de l'équipe avait une tâche bien précise, soit ouvrir la porte, soit menotter les prévenus, puis il y avait une demi-douzaine d'ambulances qui attendaient dehors pour les réanimer. Puis là, tu sais. C'est bon, ils ont appelé d'avance. Oui, ils sont intelligents. Fait intéressant, les agents qui ont décidé d'ouvrir la porte, c'était des agents volontaires seulement. Il y avait, c'est vraiment des gens qui voulaient le faire. OK. Et ils ne porteraient pas de gilet pare-balles pour agir plus rapidement. Wow, OK. Ouais. On est en 1973, la CNESST n'est pas encore inventée. Probablement que les gilets étaient plus lourds aussi. Là.
Oui, exact. Les gilets sont lourds, puis ils ont fait non, tu rentres seras avec pas ton assez gros agile. scaphandre. Là. Exact. Donc, on commence à administrer le gaz et on redémarre les ventilateurs pour le disperser. Pas pour l'évacuer, pour le disperser. OK. On descendit des lampes pour observer ce qui se passait en bas. Donc, Jean-Éric va ordonner aux otages de remettre leur nœud coulant, mais la panique est totale. Il y en a plusieurs qui ne le mettent pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, c'est ça. Rendu là, tu c'est sais. ça. Donc, tous s'étouffent, crachent, vomissent, sont en douleur. Ça va pas, là. Sont vraiment 6 personnes en grosse douleur. Soudain, le braqueur crie « On abandonne, laissez-nous sortir ». Parce qu'il est convaincu que les émanations allaient les rendre fous. Ouais. Jean-Éric hissa sa mitraillette par un trou du plafond, démonta frénétiquement sa barricade d'explosifs à l'entrée de la voûte OK. pour essayer de le donner aux policiers le plus rapidement, et tout ça en étant moitié mort. Ouais, c'est ça. Jean-Éric va remettre tout son arsenal aux policiers de l'autre côté de la porte. Fait qu'il va vraiment ouvrir la porte puis dire comme « Non, je vous donne tout, je vous donne tout ». Ceux-ci qui sont en position de force avec leur masque à gaz ne sont pas si pressés. Ils essayent d'évaluer si les braqueurs vont résister ou si c'est une espèce de manœuvre Ouais, c'est ça. pour leur tirer dessus. Le policier à l'extérieur le menace de perdre son sang-froid si Jean-Éric tentait quoi que ce soit, mais celui-ci jure qu'il va coopérer. Les otages à l'arrière supplient les forces de l'ordre de lui faire confiance. Puis, maintenant désarmés, les policiers ordonnèrent aux otages de sortir en premier. Et là, c'est là, je crois, j'ai l'impression, que le syndrome de Stockholm est né. Parce qu'il n'y a pas personne qui va bouger. Ah ouais. Ouais. Christine va crier « Non, Jean et Clark, allez-y en premier ». Parce que les otages sont convaincus que si les ravisseurs restent dans la voûte, ils vont se faire abattre à l'abri des regards. Ouais, OK. Fait qu'ils se disent « Non, on veut pas que les otages sortent en premier, on veut que les ravisseurs sortent en premier. Comme ça, ils vont tellement être occupés à se demander si on est correct. Puis si les ravisseurs sortent, ils vont être à la vue aussi de tous. Donc, ils pourront pas dire « on est arrivé, puis dans la voûte, il était mort. » Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que pour être sûr que ça se passe bien, les otages vont faire « Non, les ravisseurs, ils vont en premier. » Le petit groupe, tranquillement, va se faire des adieux proches de la sortie. Là, il va avoir un peu d'air. Là, parce que, après avoir vomi, genre, c'est ça, tout le oui, kit, des on fait becs, comme bye. tout. Ouais, c'est ça, on se revoit dans 2 semaines. Exact. On se fait un souper à chaque mois, on va rester des amis pour la vie. C'est ça. Puis personne ne s'est jamais rappelé, finalement. Tu vas voir. Donc, ils vont se faire leurs adieux, accolades et poignées de main. Et là, ils vont tous sortir de la voûte d'un bloc. Les 2 ravisseurs vont se faire immédiatement entourer par les autorités. Les ambulanciers vont prendre en charge les otages, les pressant de monter dans les civières. Christine va refuser de s'étendre et va rester assise dans sa civière, sûrement parce que sa mère va lui dire qu'une jeune femme ne se couche pas devant des hommes. Qu'est-ce que tu fais là, madame? Ouais, c'est ça, faut que tu t'assoies là, un petit peu sur le côté, la jambe croisée, la main sur la cuisse. Ouais, puis ton chemisier est pas mal froissé. Ouais. Bridgetta s'est empressée de rentrer à la maison pour faire la vaisselle. Puis, oui, il y avait 6 jours de vaisselle. c'est ça. C'est ça. Le tapis n'est pas lavé. Oui. La poussière s'accumule. Oui. Ça se le fait pas pendant ce chien temps-là. n'a pas pissé depuis genre une semaine. Non, c'est ça. C'est ça. Ces enfants n'ont pas bu. Elle n'avait pas précisé que ça buvait des enfants. C'est vrai. Mm-hmm. Là, ils ont mangé. Ils n'ont pas bu. Du salé, puis ils n'ont pas bu. Ils ont soif, là. Faut qu'elle y aille, elle est bien occupée. Christine va aussi voir Clark se faire brutaliser par la police avec tristesse. Puis elle va crier « Clark, à bientôt! » Ben voyons. Ouais, Elisabeth, dans l'ambulance, va se demander ce qui va advenir des ravisseurs aussi. Le docteur Niels Berejou, un psychiatre de la police, a suivi tout le drame bancaire en direct et il est celui que l'on citera plus tard comme popularisant le syndrome de Stockholm, que je vous rappelle, n'est dans aucun manuel de maladie mentale. Ouais, c'est ça. Il n'est pas popularisé tant que ça. Non, c'est ça. Les otages furent amenés à la clinique psychiatrique de l'hôpital Saint-Goran où ils passèrent 10 jours. Les spécialistes offrirent beaucoup de confort aux 4 escapés afin de leur faire comprendre qu'ils n'étaient plus dans une situation de tension permanente. Donc, c'est comme ça qu'on va essayer de relaxer les otages sans vraiment les mettant confortables. Les moindres désirs seront répondus. Bain, nourriture, passe-temps.
Birgitta demanda de récupérer la radio de Jean-Éric et la police va accepter. La presse, naturellement, n'était pas admise à la clinique, mais les familles rendirent visite aux otages. On raconte que la mère de Christine trouvait Christine bien fatiguée. T'as des poches en dessous des yeux. Ouais, fais quelque chose. Ouais. Faudrait que tu dormes plus. On va te voir à télé encore, là. Oui, puis tu vas encore mal perler. Les 4 escapés pouvaient aussi se visiter entre eux, mais le firent peu. Christine et Elisabeth vont cependant rester amies après le drame. Le corps médical encouragea les otages à parler abondamment de leur expérience afin d'extérioriser ce qu'ils avaient vécu. Il s'avéra que tous continuèrent à considérer la police comme l'ennemi, s'identifiant davantage aux ravisseurs. Donc, quand ils racontent les événements, ils vont dire « Ah, ben là, c'est là que nous avons tiré sur la police. » Comme s'ils faisaient partie. Tu sais, quand ils racontent, là, c'est comme s'ils faisaient partie des ravisseurs. C'était eux contre la police. C'est ça, eux contre la police. Elisabeth va reprocher au médecin, au premier abord, de tenter de salir l'image des ravisseurs. Elle était surprise aussi de ne pas véritablement détester Jean-Éric et Clark, puis elle va se demander, mais voyons donc, qu'est-ce qui cloche chez moi, tu sais, dans le fond? T'sais, ils sont pas fous, là, les otages, ils savent bien que leur réaction est un peu particulière. Sven, tant qu'à lui, va s'interroger beaucoup aux conditions carcérales parce qu'il va se demander pourquoi les ravisseurs continuent de commettre des crimes si les conditions carcérales sont si déplorables à leur dire. Il s'est fait casser les oreilles dans la voûte que c'était de la chenoute en prison. Ouais. Puis là, ça va comme le fatiguer. Il va beaucoup se questionner là-dessus. Birgitta voulait reprendre sa vie le plus rapidement possible avec sa fille et ses maris. C'est sûr? Oui. Sentant peu le besoin de faire une introspection trop longue sur les événements. Ah, pas le temps. Ah, pas le temps. Il a dit, c'est parce que tu as des canages à faire. Ouais. Et là, fait intéressant, 1 an plus tard, quand elle va passer par la ville de Norrköping, où Clark était incarcéré, elle va demander à son mari de faire un petit détour par le pénitencier. Ben voyons donc. Ouais. Sans rendez-vous, les autorités carcérales vont quand même lui permettre de voir Clark et elle va discuter avec lui une 30aine de minutes. C'est pas clair ce qui s'est dit durant cette discussion, mais on dit que Clark lui a demandé pardon. Et elle continue de dire que c'était inutile. Excepté Birgitta, les autres membres de la bande vont continuer à se rendre à la clinique régulièrement. La banque va déménager dans un nouveau bâtiment. Birgitta et Sven vont retourner à leur emploi respectif. On se rappelle que Christine et Elisabeth voulaient juste sacrer leur carrière. Ouais, les autres, ça leur intéressait pas de toute façon. Non. Tous ont dû témoigner lors du procès de Jean-Éric et Clark. Jean-Éric fut condamné à 10 ans de prison pour vol avec violence, enlèvement et tentative de meurtre. Clark, tant qu'à lui, plaidait sa cause en argumentant que la police, et ça, je trouvais pas ça fou, la police l'avait forcé à quitter sa cellule pour le livrer à Jean-Éric. J'avoue, hein. C'est ça, il dit, moi, ma participation était sous contrainte. Moi, j'étais dans ma prison, tranquille, les policiers sont venus me chercher, m'ont mis dans cette situation-là. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ah ben, en même temps, il aurait pu neutraliser Jean-Éric puis le rendre puis faire comme gars, tu sais. Ben, lui aussi, c'était comme un otage, je trouve. Ouais. C'est un ami, mais je veux dire, en même temps, c'est pas fou. As-tu gagné un peu avec ça? Oui, il a gagné un peu avec ça. Bien qu'il fût condamné au départ à 6 ans et demi, il y a un appel qui va renverser la décision. L'opinion du public est un peu mitigée, hein, parce que, comme tu dis, il aurait pu s'enfuir. Il a quand même abusé de son pouvoir pour avoir des faveurs sexuelles pendant ce temps-là. Là. Non, c'est pas un enfant de cœur, my God. Tout à fait. Pas une grosse victime là-dedans. Là. Non, c'est pas une grosse victime, mais il va quand même finir en prison, mais pas pour ça, pour des crimes plus anciens. Ouais. Mais il va être acquitté pour ça. Elisabeth a eu beaucoup de difficultés à témoigner lors du procès et vivait avec d'importantes conséquences psychologiques. Démoralisée de n'éprouver que peu de rancœur envers ses ravisseurs, elle était tout de même terrorisée durant le procès que l'un d'eux s'échappe et la reprenne en otage. Ils ne sont pas sortis de ça sans séquelles. Les policiers, mon Dieu, furent portés en véritables héros, ayant résolu le conflit sans blesser. Ben, sans blesser, tu sais, 6 jours plus tard. Là. Je sais. Hey, gros héros. Là. Je sais, c'est un peu poche. La police offrit un dédommagement de 2400 $ aux otages.
chacun. À la gang? OK, chacun. Non, chacun. En plus d'une semaine de vacances, toutes dépenses payées. Wow! Ouais. Tous les autres employés ayant subi le début du drame, là, qu'il a fallu qu'ils escortent à la sortie, Ouais. vont recevoir une montre en or et 2 semaines de vacances. OK. Pas si pire, je trouve. Pas tout en même temps, gang. Là. On a une banque à faire rouler. Là. J'avoue, hein? La Credit Bank va offrir 75 000 couronnes en dons à la police. Chacun des intervenants du drame reçurent aussi une petite plaque gravée pour souligner leur courage. Pour terminer, plus tard, en entrevue avec un journaliste, Jean-Éric va dire qu'il était convaincu que la prise d'otage n'allait pas durer plus que quelques heures, mais que la police l'avait surpris avec... Ah, il s'attendait pas à ce qu'il y ait de la police dans sa prise d'otage? Oui, mais là, le fait que la police l'ait enfermé dans la voûte, puis que là, elle soit aussi... Déterminé qu'elle veuille pas qu'ils partent non plus avec les otages, puis tout ça, lui, il avait comme pas prévu ça. Mais ça aurait tellement fini en quelques heures s'il l'avait laissé partir. Oui, en fait, lui, ce qu'il dit, c'est s'il avait tué ne serait-ce qu'un otage, les policiers lui ont vraiment dit, si tu avais tué un otage, on t'aurait pu quitter Stockholm en avion. Tu sais, on t'aurait laissé partir parce qu'on aurait trop eu peur que tu en tues un autre. Mais les otages étaient tellement obéissants que lui, ça y avait rendu la tâche difficile, en fait. Il va demander en entrevue lequel aurais-je pu tuer? Elisabeth, impuissante et pleurant à cause de sa fête d'écrevisse. Parce qu'elle va pleurer tout le long pour sa fête d'écrevisse. On dirait la fin, genre, d'un film, là, quand t'as la photo, genre, de la personne, là, puis c'est comme, cette personne-là continua, tu sais. Oui. C'est comme, qui j'aurais pu tuer, tu sais. Oui, c'est ça. Donc, Elisabeth, impuissante et pleurant après sa fête d'écrevisse, Christine, pleine d'entrain qui pouvait parler à Palme comme elle le faisait, Sven, un homme honnête et courageux, Bridgetta, qui n'arrivait pas à oublier ses 2 enfants. Et là, c'est textuellement dans l'entrevue. C'est écœurant. Ouais, c'est ça qu'il va se demander. En finissant, plusieurs séries et films furent tirés de cette histoire, incluant en 2003, suite à la télévision de Suède, un film intitulé Normalstrong. En 2018, le film canadien Stockholm. Et en 2022, la Swedish Netflix Television, la série Clark. OK. Donc, plusieurs courts et longs métrages ont été tirés de ce cas. Ben ouais. C'est quand même toute une histoire. Hein? C'est toute une histoire que je ne connaissais pas. Ben non. Moi, je trouve ça super intéressant. Je devrais enseigner ça à l'école à la place de... Je sais pas quoi. À la trigonométrie. Ouais, c'est ça. Une autre journée sans utiliser le théorème de Pythagore. Mm. Peut-on savoir d'où vient le syndrome de Stockholm, s'il vous plaît? Alors, c'était ça. Fantastique. Merci beaucoup pour cette histoire. Ça me fait plaisir! Et la clôture de notre 3e saison. La clôture de notre 3e saison. Alors, merci d'avoir été avec nous toute la saison. Ou pas, hein? Merci d'avoir été avec nous tout court. C'est votre premier épisode. Bienvenue! C'est ça, bonjour. Vous avez combien? 59 autres épisodes. écouter. Vous allez voir, on est meilleur qu'on était. Ouais. Si vous commencez par le premier, J'ai vous allez... pitié au monde qui commence par le premier. Hey, j'ai plein de monde dernièrement qui m'ont texté qui commençait avec le premier, puis... Je m'excuse. Je m'excuse. Faites pas ça. Ça va pas être si pire, là, mais non. dans mes souvenirs, c'était moins bon. Mais c'est pas juste, parce qu'il y a des podcasts qui ont enlevé leur premier épisode. Ouais, hein, c'est ça. Il y a du monde, même sur YouTube, des fois, il y a du monde qui enlève leurs vieux vidéos. Ouais. Mais on fera pas ça. Non, on est des real. Mais je pourrais mettre tellement de pubs dessus que le monde s'écœure. Ah, c'est Non, pas c'est pas fou. bon, c'est encore Ben pire. non, parce que là, ils vont faire, mon Dieu, ça va-tu être tout le temps Ouais. même? Ouais, je comprends. Bon, on va trouver un plan, on vous revient. En attendant, vous n'êtes pas obligés. En tout cas, si vous référez, là, dites au monde de commencer genre la 2e saison. Oui. Après ça, ils écouteront la première. Oui! Au moins, ils vont savoir qu'on est bon. On est meilleur. Ouais. On n'est pas tout à fait bon. Ben, ils vont savoir que c'est écoutable. Oui, c'est ça. Exact. Bon, ben on vous laisse avec le mot de la fin. Yes, sir. Si vous faites le mal, Faites-le bien. Ciao. ciao.